Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question d'un internaute qui me demande: est-ce que nous sommes condamnés à subir nos émotions ou pouvons-nous apprendre à les apprivoiser? Eh bien, avant de répondre directement à cette question, j'aimerais peut-être que vous vous posiez la question de savoir ce qui provoque vos émotions. Donc prenez un moment et demandez-vous, finalement, qu'est-ce qui provoque mes émotions? Alors quand je pose la question, quand je fais une conférence par exemple, la plupart des gens, quand je leur pose la question, qu'est-ce qui provoque vos émotions, ils me répondent, par exemple, mon mari quand il fait ça me rend folle par exemple. Ou bien, un autre exemple, quelqu'un me dit, moi par exemple, les embouteillages, ça m'agace vraiment, ça me rend fou, etc. Donc en fait, quand on pose cette question, qu'est-ce qui provoque vos émotions, la plupart du temps, les gens vous répondent que tel événement les a rendus heureux, malheureux, les a agacés. Mais donc, c'est chaque fois un événement qui a causé leur émotion. Or, malheureusement, c'est inexact. En fait, il faut savoir que ce n'est jamais ce qui vous arrive qui cause une émotion, c'est toujours votre interprétation de ce qui vous arrive qui cause votre émotion. Prenons un exemple. Imaginons par exemple 3 maris. Et à ces 3 maris, il arrive le même événement. Leur épouse les quitte. Donc, même événement. Alors, face à ce même événement, est-ce que les 3 maris vont avoir tous les 3 la même émotion suite à cet événement? Non. Il est fort probable que non. Il est probable, je ne dis pas que c'est le cas, mais il est probable que même les 3 maris aient chacun une réaction, donc une émotion différente suite au départ de leur épouse. Imaginons par exemple le premier, il pourrait très bien se dire par exemple, finalement mon épouse, heureusement qu'elle est partie, c'est un bon débarras, et finalement il pourrait se sentir soulagé, et à la limite il pourrait même faire la fête suite au départ de son épouse. Deuxième cas, on pourrait très bien avoir un mari qui se dit, c'est quand même dommage que mon épouse soit partie, j'appréciais sa compagnie, je m'entendais bien, je pensais m'entendre bien avec elle, mais bon voilà, elle m'a quitté. C'est ennuyeux, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. La vie continue, peut-être que je rencontrerai une autre personne, et donc voilà quoi. Cette personne, en adoptant cette façon de penser, va probablement ressentir, on va dire, une contrariété, mais il ne sera pas déprimé. Par contre, on peut imaginer un 3e mari qui lui se dit, par contre, mon épouse m'a quitté, je ne vais jamais pouvoir vivre sans elle, je ne m'en remettrai jamais, je ne vais jamais pouvoir le supporter, ma vie est foutue. Bon voilà, et là évidemment, vous l'avez compris, ce genre de façon de penser va sûrement provoquer en lui une déprime, voire même peut-être l'envie de se suicider suite au départ de son épouse. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que ce n'est donc pas le même événement, donc le départ de l'épouse, qui crée 3 émotions identiques. Non, au contraire, le même événement provoque 3 émotions différentes. Alors comment l'expliquer? C'est comme je le disais, l'explication c'est que ce n'est pas l'événement qui cause directement l'émotion, mais c'est donc en fait ce que la personne se dit, ses croyances, son interprétation de l'événement qui cause donc l'émotion. Alors, en fait cette idée n'est pas nouvelle. Déjà dans l'Antiquité, Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Et le psychologue américain Albert Ellis, dont on va beaucoup parler dans cette conférence, en fait, il a créé ce qu'on appelle le modèle ABC. Tout ça pour illustrer comment se passe ce qui provoque nos émotions. Le A, il a décidé que le A, c'était l'événement activateur. Mais quand on dit événement activateur, donc ce n'est pas l'événement qui cause l'émotion, mais c'est l'événement à l'occasion duquel vous ressentez une émotion. Donc, il surgit un événement, par exemple le départ de l'épouse. Le B, donc en anglais c'est belief, donc les croyances de la personne, la façon dont il va interpréter l'événement, c'est ça, le B, qui va causer le C,
la conséquence émotionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant dans le modèle ABC de Albert Ellis, c'est qu'il montre bien que ce n'est pas A qui cause C, non, c'est A qui crée l'occasion pour que le B cause l'émotion C. Donc ça, c'est le modèle ABC d'Albert Ellis. Alors Albert Ellis a aussi constaté autre chose qui est très très important, c'est que lorsque nos croyances, nos pensées donc, sont irrationnelles, et je vais vous dire ce qu'est une pensée irrationnelle bien sûr, eh bien nos émotions le sont aussi. Alors qu'est-ce qu'il entend par une émotion irrationnelle? Eh bien c'est une émotion excessive, exagérée, inadaptée souvent. Et donc lorsque nos croyances, lorsque nos pensées sont irrationnelles, c'est-à-dire donc elles sont fausses finalement, qu'on ne peut pas démontrer leur véracité, ben donc, lorsque nos croyances sont fausses, eh bien souvent malheureusement nos émotions sont inadaptées. Donc reprenons par exemple l'exemple du troisième mari qui se disait « ma vie est foutue ». Bah, non, sa vie n'est pas foutue, il va continuer à vivre. Bon, peut-être que ce sera pénible, ce sera peut-être pas agréable, mais il va continuer à vivre. Il disait par exemple aussi « je ne pourrai jamais m'en remettre bah, ». Il paraît que des études ont montré qu'après 8 ans, en général, bah, voilà, on a digéré une séparation. Bon, voilà, c'est peut-être pas agréable, mais après 8 ans, normalement, on s'en remet. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Bah, c'est quelque chose de ridicule. Il va pouvoir continuer à vivre, même si c'est pas agréable, même si son épouse est partie, il va continuer à vivre. Et si ça se trouve, bah, il rencontrera peut-être quelqu'un, en tout cas on lui souhaite, et il pourra refaire sa vie, comme on dit. Hein. Donc, donc cette façon de penser, donc cette pensée irrationnelle, va créer donc ce qu'on appelle une émotion irrationnelle aussi, c'est-à-dire, bah, oui, il sera déprimé au point même peut-être d'envisager d'en finir avec sa vie, quoi. Donc voilà, donc retenez bien, lorsque les croyances sont irrationnelles, malheureusement, souvent, les émotions le sont aussi. Alors, ce qui est bien aussi avec Albert Ellis, c'est qu'il a essayé de catégoriser justement les croyances irrationnelles. Et il les a réparties en 3 grandes catégories. Alors, la première catégorie, qui est peut-être relativement logique, me direz-vous, ce sont les croyances que nous avons envers nous-mêmes. Donc, par exemple, on peut croire que je ne dois jamais commettre une erreur. Et si j'en commets une, c'est vraiment grave. Hein, eh bien, ça, c'est une exigence. Hein, donc, une exigence. Et donc, toutes les exigences sont irrationnelles, puisque il n'y a aucune raison d'exiger de ne jamais commettre une erreur. On est des êtres humains, donc comme on le sait, les êtres humains sont faillibles, et donc on peut commettre une erreur. Hein, donc, en fait, la première grande catégorie de croyances irrationnelles, ce sont donc les croyances irrationnelles envers soi-même. Et elles prennent souvent la forme d'exigence. La deuxième croyance irrationnelle, c'est la croyance, et assez logiquement, ce sont les croyances irrationnelles envers les autres. C'est par exemple se dire, ah, les autres doivent se comporter comme cela. Et en général, c'est comme je le veux. Ça aussi, c'est complètement irrationnel, puisque les gens se comportent comme ils l'entendent et ils n'ont que faire de notre avis, hein, bien sûr. La troisième grande catégorie de croyances irrationnelles, ce sont les croyances irrationnelles envers la vie en général. Et là, c'est croire, par exemple, que les choses devraient se passer comme je le veux. Par exemple, il ne devrait jamais y avoir d'embouteillage, par exemple. Bon, ben voilà, encore une fois, c'est une exigence totalement irrationnelle, puisque, bon, voilà, s'il y a des embouteillages, il y a des embouteillages, on ne sait rien y faire. Et donc ça, ce sont les 3 grandes catégories de croyances irrationnelles, et comme vous l'avez constaté, elles sont toutes en fait formulées sous la forme d'une exigence. Je dois ne jamais commettre d'erreur, et si j'en commets une, c'est terrible. La deuxième, c'est les autres doivent se comporter comme je le veux. La troisième, c'est les choses doivent se passer comme je le veux. Chaque fois des exigences. Et donc ça, c'est les 3 grandes croyances irrationnelles de base, on va dire, les 3 grandes catégories. Mais si en plus, suite à ces 3 grandes croyances irrationnelles, vous combinez ça avec 3 modes de pensée dont je vais vous parler maintenant, eh bien alors là, vous faites un cocktail détonnant. Donc la première manière de penser qui est souvent combinée avec une exigence,
c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. Alors, qu'est-ce que c'est la catastrophisation? C'est se dire, donc par exemple, bon, vous vous rappelez l'exigence, je ne dois jamais commettre d'erreur, et se dire ensuite, et c'est ça la catastrophisation, et si j'en commets une, c'est terrible, c'est une catastrophe, c'est épouvantable. Donc en fait, je dirais que c'est donc amplifier encore l'importance d'avoir commis une erreur. Ben, vous le comprenez aisément, cette façon de penser qui est totalement irrationnelle, parce que qu'est-ce qu'une catastrophe? En fait, c'est jamais qu'une opinion. Mais donc, eh bien, cette façon d'exagérer les choses va évidemment créer, comme on le disait tantôt, des émotions exagérées également. Donc, premier mode de pensée qui se combine souvent avec les exigences, la catastrophisation. Le deuxième mode de pensée qui se combine souvent aussi, c'est ce qu'on appelle l'insupportabilité. Alors, qu'est-ce que c'est l'insupportabilité? C'est considérer que ce qui nous arrive, on ne va pas pouvoir le supporter. Bah, encore une fois, c'est une pensée complètement irrationnelle, puisque si vous réfléchissez un peu, en fait, à part quelque chose qui vous tue, vous êtes toujours capable de supporter quelque chose. C'est parfois très pénible, mais il est toujours possible de le supporter. Et donc, cette façon de penser, évidemment, est irrationnelle. Donc, se dire, par exemple, si ma femme me quitte, c'est insupportable, je ne pourrai pas le supporter, ben voilà, ça c'est quelque chose d'irrationnel, et ça va causer, évidemment, encore une fois, des émotions très irrationnelles. Troisième façon de penser qui peut se combiner donc avec les exigences, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation. C'est se dire, par exemple, je dois ne jamais commettre d'erreur. Et se dire, et si en plus j'en commets une, ben vraiment je suis nul, je suis vraiment moins que rien. Cette façon de se dévaloriser va créer évidemment la dépression bon voilà, ça va créer des émotions très désagréables. Alors, cette dévalorisation peut être vis-à-vis de vous-même, mais elle peut être également vis-à-vis des autres. C'est par exemple se dire, ma femme m'a quitté, ben c'est vraiment une salope. C'est vraiment une moins que rien parce qu'elle m'a quitté. Donc c'est la dévalorisation des autres. Vous pouvez aussi d'ailleurs, en fait, même appliquer la dévalorisation à la vie en général. Vous pouvez vous dire, ma femme m'a quitté, la vie c'est vraiment merdique, d'ailleurs je ferais mieux de me suicider, quoi. Donc ça c'est vraiment la dévalorisation, mais cette fois-ci de la vie en général, quoi. Alors, donc ces trois façons de penser combinées aux exigences, vous imaginez, c'est un cocktail détonnant qui va vous provoquer des émotions vraiment très désagréables. Alors, je parlais de la dévalorisation, je pense qu'il serait intéressant aussi de dire un mot sur ce qu'on appelle l'estime de soi. Alors, si vous lisez dans la plupart des livres de psychologie, etc., on va vous recommander d'essayer d'avoir la meilleure estime de vous-même possible, etc., de la développer, etc. En fait, moi, je vais peut-être vous dire tout à fait le contraire. Non pas qu'il faut avoir une mauvaise estime de soi, mais plutôt qu'il faut tout simplement éviter, c'est de s'évaluer. Quand vous dites que vous avez une bonne estime de vous-même, ça signifie en fait que vous vous évaluez de façon très positive. Et le problème, c'est que toute évaluation est dangereuse, car lorsque vous faites quelque chose de bien, vous allez évidemment vous évaluer de façon très positive, mais ça signifie aussi que lorsque vous ferez quelque chose de mal, vous risquez de vous évaluer de façon très négative. Et en fait, il faut se dire que l'évaluation, ça n'a aucun sens. D'autant plus que notre valeur, si nous en avons une, en fait, c'est juste la valeur d'un être humain. Et un être humain, il va rester un être humain toute sa vie, et donc la valeur d'un être humain, en fait, elle est invariable. Ce que vous êtes, c'est-à-dire un être humain, ne va jamais changer, vous ne serez jamais un lapin. Et donc, votre valeur en tant que telle va toujours rester la même. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens confondent ce qu'ils sont, et donc ce qu'ils valent peut-être, avec ce qu'ils font. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que vous faites une bêtise que vous êtes bête. Et donc, il faut surtout ne jamais confondre ce que vous faites et ce que vous êtes. Puisque même si vous arrêtez de faire ce que vous faites, vous restez ce que vous êtes. Voilà, ça c'était une parenthèse sur l'estime de soi, mais une parenthèse qui, à mon sens, est quand même très importante. Alors, nous arrivons maintenant peut-être au moment le plus important de cette conférence, c'est l'étape où je vais vous inviter à remettre en question, justement, vos croyances irrationnelles. Alors, tout d'abord, comment faire? La première chose, avant de pouvoir les remettre en question, il faut d'abord, c'est pouvoir les identifier.
Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit auparavant, je vous ai dit que la plupart des croyances irrationnelles, ce sont des exigences. Donc, essayez de repérer chaque fois que vous vous dites « je dois faire ceci »,« il doit faire cela »,« la vie devrait être ainsi ». Ben, tout ça, ce sont des exigences. Et donc, chaque fois que vous repérez ça, dites-vous « attention, je suis finalement tombé dans l'irrationalité ». Idem. Rappelez-vous les 3 façons de penser, donc la catastrophisation, chaque fois que vous dites « ah ça c'est vraiment épouvantable, c'est terrible, c'est une catastrophe », rappelez-vous, attention, est-ce vraiment si terrible, si catastrophique que cela? Est-ce que je n'exagère pas un peu, hein? Donc ça c'est un bon réflexe. Deuxième chose aussi, l'insupportabilité. Rappelez-vous, rien n'est véritablement insupportable. Il y a des choses qui sont très pénibles à supporter, mais rien n'est vraiment insupportable. Mais si c'est insupportable, vous allez mourir, vous ne le supporterez pas. Hein, donc voilà. Troisième chose, donc rappelez-vous, méfiez-vous de toute dévalorisation. Hein, méfiez-vous, chaque fois que vous vous dites en vous-même « je suis vraiment nul », etc. Rappelez-vous, là. Encore une fois, je tombe dans l'irrationalité, puisque, comme je vous l'ai expliqué, votre valeur est invariable, et donc il n'y a aucune raison de dire « je suis nul ». Vous êtes en train de confondre ce que vous avez fait et ce que vous êtes. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est d'essayer d'identifier donc vos façons de penser, vos croyances irrationnelles. Ensuite, quand vous les avez identifiées, il faut évidemment les remplacer par des façons de penser beaucoup plus rationnelles. Alors par exemple, quand vous avez des exigences, remplacez-les par des préférences. Si par exemple vous vous dites, voilà, je dois ne jamais commettre d'erreur, il est préférable de dire, oui, je préférerais ne jamais commettre d'erreur. Oui, ça c'est tout à fait rationnel de préférer. Mais ça ne doit pas être une exigence. Il n'y a personne qui vous impose de ne jamais commettre d'erreur, même si c'est préférable. Deuxième, si par exemple, la même chose, si par exemple vous dites un tel devrait faire ceci, dites-vous, oula, je suis dans l'irrationalité. En fait, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez exprimer, c'est que vous préféreriez qu'il fasse ceci ou cela. Idem pour la vie, si par exemple vous vous dites il devrait quand même jamais y avoir d'embouteillage, non, en fait vous préféreriez qu'il n'y en ait pas. Ça c'est une façon de penser plus rationnelle. Idem pour la catastrophisation, l'insupportabilité et la dévalorisation. Eh bien faites attention pour la catastrophisation, donc à ne pas utiliser des adjectifs extrêmes comme c'est terrible, c'est épouvantable, etc. Préférez plutôt des adjectifs du type c'est ennuyeux, ça me contrarie, qui sont plus rationnels. Idem pour l'insupportabilité, rappelez-vous simplement que rien n'est insupportable, même si certaines choses sont pénibles. Et enfin, pour la dévalorisation, rappelez-vous simplement que, vous ne pouvez pas être nul. Vous êtes un être humain, vous voyez ce que vaut un être humain, et vous faites parfois des choses bien, des choses moins bien, comme tous les êtres humains, et c'est tout. Et donc voilà, donc ça, ce processus donc, de remplacement des pensées irrationnelles par des pensées rationnelles, eh bien c'est ça qui devrait nous permettre de pouvoir répondre à notre question du début. Donc la question de cet internaute qui me demandait, sommes-nous condamnés à subir nos émotions? Eh bien non, je ne pense pas. À partir du moment où vous parvenez justement à identifier quelles sont vos croyances irrationnelles, vous pouvez les remplacer par des croyances rationnelles. Et cela devrait modérer vos émotions. Alors, certains me diront peut-être, oui, mais est-ce qu'il n'est pas parfois intéressant d'être en colère, par exemple, pour pouvoir agir et des choses comme ça? À cela, je répondrai peut-être qu'il faut quand même penser au coût de la colère, le coût émotionnel. Parce que, rappelez-vous, la dernière fois que vous étiez en colère, c'est quelque chose qui va vous manger, qui va vous demander énormément d'énergie. Et donc, si vous voulez être vraiment en pleine forme pour agir, eh bien, l'idéal, c'est de ne pas, en plus, devoir faire face à votre colère qui va manger toute votre énergie. Enfin, rappelez-vous aussi, c'est que souvent, la colère est mauvaise conseillère. Et combien de gens ne regrettent pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit sous l'effet de la colère? Donc, je vous recommande plutôt, quand vous voulez agir, et c'est vrai que la passivité n'a pas de sens. Si vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou quoi, il faut agir bien sûr, mais tant qu'à faire, autant agir de façon réfléchie plutôt que sous l'effet de la colère.
Voilà, je vous remercie pour votre attention, et sinon, je vous souhaite une excellente journée.